Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Alors, je reçois la présidente de la Commission de la construction du Québec. Elle est à ce poste depuis les 2 dernières années. On avait d'ailleurs reçu Audrey Murray au moment où, Audrey, vous veniez d'être nommée. Effectivement. Alors, 2 ans plus tard, ce qu'on apprend, c'est que, selon vos calculs, il faudrait 80 000 nouveaux travailleurs de la construction d'ici 5 ans. C'est 16 000 nouvelles jobs par année à créer. On les prend où, Audrey, ce monde-là? Bien, en fait, tu sais, c'est un moment quand même important là, pour le secteur de la construction. On parle là, d'investissement de 800 milliards de dollars dans les prochaines années. Oui, vous parlez des gros projets, là, des grands projets. Donc, quand on le regarde sous l'angle de la main-d'œuvre, parce que c'est un bout important de la responsabilité, en fait, c'est ma priorité numéro 1 depuis que je suis arrivée à la CCQ. On voit que dans les dernières années, on a réussi quand même à aller chercher les gens dont on avait besoin, mais ils sont presque tous rentrés non diplômés. Et quand on regarde ce qui s'en vient, eh bien, effectivement, on va avoir besoin de 16 000 nouvelles personnes pour remplacer nos prises à la retraite, hein, parce que, évidemment, on est comme le reste du Québec, là, d'un point de vue démographique, hein, nos travailleurs-travailleuses vieillissent, puis à un moment donné, prennent la retraite, et pour répondre à la demande économique dans notre secteur. Donc là, cette année, j'ai fait le bilan là, avant de venir vous voir. On a réussi quand même à attirer nos 17 000 personnes dont on avait besoin. Sauf qu'il y en a une majorité de pas formés là-dedans. Notre enjeu, c'est un enjeu, oui, de pénurie, mais il se raffine. On a un enjeu de pénurie de compétences en ce moment. Oui, puis je pense que vous êtes allé en parler la semaine dernière à la PCHQ. Effectivement, vous êtes bien renseignés. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous êtes allé dire au milieu de la construction? Bien. Entre autres, c'était beaucoup le résidentiel. Là. Effectivement. Puis, écoutez, dans le fond, on a un plan de match. Là. J'étais aussi en Beauce juste avant pour annoncer de l'alternance travail-études. Pour moi, c'est une pierre angulaire. Donc, on a besoin d'attirer plus nos jeunes dans nos métiers, hein, valoriser le génie manuel que j'appelle. Hein. On a besoin de gens qui ont envie de venir bâtir le Québec, puis on a besoin de présenter nos métiers pour qu'ils soient mieux connus et d'offrir des parcours qui vont stimuler nos jeunes qui nous choisissent. Donc, c'est un apprentissage de devenir un compagnon dans la construction. Dans le fond, tu fais ta formation DEP, tu t'en vas sur le chantier pour continuer d'apprendre ton métier. Fait que l'idée, une des stratégies importantes en ce moment, on a 600 personnes en alternance travail-études. J'ai l'objectif qu'il y en ait 1000 par année. Donc, attirer nos jeunes dans nos programmes en alternance travail-études. Ça veut dire qu'ils travaillent et ils étudient en même temps? Exactement. Ça veut dire qu'on les accueille. Ils ont souvent un premier parcours en formation à l'école, mais rapidement, on les jumelle à des entreprises et ils vont apprendre, faire leur DEP en étant en même temps sur les chantiers. Puis c'est gagnant-gagnant parce que nos jeunes, donc, commencent à bâtir le Québec dès leur parcours de formation. Oui. Mais là, il y a quand même cet enjeu de main-d'œuvre qui est important. On a l'impression qu'il n'y a plus personne qui veut travailler en construction. Bien, justement, là, si vous travaillez en construction, est-ce que vous avez des échos des chantiers pour nous? Écrivez-nous, appelez-nous. Est-ce que vous êtes intéressé à travailler en construction? 1-877-827-2346. 1-87 Cube Radio. On veut vos témoignages là-dessus. Oui, effectivement, parce que c'est une question qui se pose, Audrey. Comment ça se fait qu'on dirait que les gens, ça les intéresse pas d'aller dans la construction? Parce que c'est quand même des métiers payants, là. Oui, complètement. En fait, moi, je trouve que je suis assez positive, en fait. Je trouve qu'on a relevé un grand défi. Ils veulent y aller, je corrigerais. Ils veulent y aller ou ils veulent pas étudier pour? Bien, en fait, puis là, c'est là où on a de la prévisibilité à se donner. Il faut bien savoir qui on a besoin, quand, où. Donc, la commission, on joue un rôle important, on crée de la valeur parce qu'on a la visibilité avec nos grands donneurs d'ouvrages, les investissements qui s'en viennent d'Hydro-Québec, Alto, les investissements publics pour nos hôpitaux, nos écoles. Donc, on est capable de traduire ça puis de dire par région, par métier, on a besoin de combien de gens dans les 5 prochaines années. Et après, on s'attache avec nos centres de formation, on travaille avec nos différents partenaires pour essayer de répondre aux besoins. Maintenant, je ne raconterai pas de blague. On ne pourra pas accomplir tout ce qui s'en vient uniquement en misant sur un nombre de personnes et la compétence. Il faut aussi travailler sur la productivité. De plus en plus, on en entend parler. Ouais. C'est un secteur qui rencontre des grands défis pour avancer sur cette question-là. Donc, il va falloir jumeler tout ça ensemble. Mm-hmm. C'est quoi le défi, vous diriez, le premier défi de l'industrie de la construction au Québec? Puis, peut-être avant de répondre à ces questions-là, expliquer, parce qu'il y a des gens qui disent la CCQ, c'est quoi exactement? C'est ça. Je sais que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est un peu un héritage de notre histoire. Hein? Toutes nos grandes institutions, ils sont nés à un moment donné. Nous, c'est beaucoup lié aux enjeux qu'il y a eu à la baie James à un moment donné. Plusieurs syndicats qui représentaient les mêmes travailleurs, des conflits dans nos grands chantiers. Donc, le gouvernement a pris le pari de créer un organisme qui coordonne les relations de travail. Et au fil du temps, on a greffé plusieurs mandats, mais essentiellement, on met en œuvre les conventions collectives.
Ce faisant, on est une compagnie d'assurance. On s'assure de la retraite. On a ajouté à ça un mandat de qualification-formation. Fait qu'on accompagne, on assure l'accès, on accompagne dans l'apprentissage, puis on perfectionne nos travailleurs, travailleuses, puis on assure la conformité sur les chantiers. On va peut-être s'en parler parce qu'on a des défis, la construction. Oui. Comme mais voilà. dans le Et là, monde. je reviens à ma question. Quel est, à votre avis, le plus grand enjeu pour l'industrie de la construction au Québec aujourd'hui? Bien, en fait, je pense que c'est de transformer le défi de ce qu'on a à réaliser comme plan de match, le plus gros carnet de commandes qu'on a jamais eu. Puis c'est vrai pour nous, puis c'est vrai ailleurs au Canada. Parce que dans le fond, partout en ce moment, dans l'OCDE, on a à rénover nos routes, à rénover nos infrastructures, à transformer l'énergie. Donc, partout, on est très sollicité comme industrie. Fait que notre plus grand défi, c'est d'être meilleur dans notre innovation puis notre productivité pour faire ça. Et là, vous parliez de l'enjeu de la productivité là, au Québec. On a l'air de quoi par rapport aux autres? Bien, en fait, quand on le regarde depuis 87, on se compare aux pays dans le monde, c'est moins 20 quand même aux États-Unis et en France. Moins 20, c'est-à-dire? Moins 20 il y a eu une chute de la productivité dans le secteur de la construction aux États-Unis puis en France. Ici, on est à plus 3. Mais tu sais, depuis 97... Ontario, ils sont moins 2, moins 3. Fait que le Québec, est meilleur? Mais on peut pas dire... Mais tu sais, à plus 3, là, on peut dire qu'on a stagné depuis 97. Okay. Et donc, on voit, tu sais, on est une industrie qui est quand même assez en silo. Hein, les professionnels, les constructeurs, les propriétaires, après dans l'exécution. Beaucoup de sous-traitance, de chaîne de sous-traitance est quand même complexe. On renvoie beaucoup la responsabilité dans la chaîne de sous-traitance. Un milieu qui travaille et qui génère quand même beaucoup de litiges dans sa façon de... Fait que, alors, on a des enjeux... Et les syndicats? Bien, les syndicats... Comment vous voyez ça, vous, Audrey? Moi, je travaille bien qu'eux autres. C'est vrai? Écoute, souvent, je dis, tu sais, dans le fond, les organisations qui représentent des groupes, là, que ce soit des syndicats, des patrons, peu importe, là, comment dire, ils s'abreuvent à même la réalité des gens qui fréquentent, là, bien sûr. Puis les travailleurs, travailleuses, c'est pas facile être un travailleur, travailleuse sur les chantiers de construction. Hein. C'est quand même, c'est un métier qui est valorisant. Quand on les questionne là, sur pourquoi ils choisissent ou ils restent dans nos métiers, beaucoup de fierté chez nos constructeurs puis nos travailleurs, travailleuses. Mm-hmm. Mais c'est certain qu'il y a des défis. C'est des travailleurs autonomes. Ils changent toujours de lieu de travail. Il y a une instabilité quand même dans l'emploi. Ils changent d'équipe de travail. Donc, c'est quand même une réalité. Moi, je vous parlais des syndicats, puis vous me parlez des syndiqués. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un peu la différence. Surtout en ce moment avec le projet de loi 3. La loi 3 fait en sorte que, là, c'est la chicane entre Québec, le ministre du Travail, Jean Boulet, et qui vous a nommé d'ailleurs. Absolument. Il y a 2 ans. Et donc, les syndicats, on a entendu Magali Picard, on a entendu tous les autres. Demain, il y a une grosse manif. On parle d'un chaos social au printemps. Vous avez toutes des affaires que le monde est bien tanné d'entendre. Oui, je comprends. Fait que là, ben écoutez, moi, je suis un espace... Travaillez-vous bien avec les syndicats? Ben écoutez, pour l'instant, c'est moi, depuis mon arrivée... Ben non, je pense pas que je suis la seule. Mais, tu sais, la Commission de la construction du Québec, c'est une autre particularité. Tu sais, dans le fond, mon conseil d'administration, mes instances... Vous êtes où, là-dedans? Vous êtes dans le milieu? J'ai tout le monde autour de ma table. Puis mon défi avec mon équipe, dans le fond, c'est de créer un environnement de conversation qui a de l'impact puis qui crée de la valeur. Ça veut dire qu'il faut qu'on avance ensemble. On n'est pas dans une démarche de consensus complaisant. Ça veut dire qu'il faut prendre des décisions. Puis depuis 2 ans, c'est mon défi avec les syndicats, les patrons, de dire, parce qu'ils ont des pouvoirs autour de ma table, on peut changer des règlements, on peut alléger le fardeau, on peut modifier les compétences qu'on exige, la juridiction. On a beaucoup d'outils entre nos mains, mais là, il faut le faire. Êtes-vous d'accord avec ce que veut faire le ministre du Travail? Bien, écoutez, j'ai un devoir de réserve par rapport à ces projets de loi-là, bien sûr. Puis mon travail à moi, bien sûr, c'est de préserver l'espace que j'ai avec les syndicats, les patrons en ce moment pour avancer, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Là, mais est-ce que c'est nécessaire de, finalement, réformer l'industrie de la construction? Bien, je pense que c'est une industrie comme les autres là, qui doit s'ajuster à ce qui est en train de se passer autour de nous. On a des défis démographiques, on a des défis climatiques, on a des défis économiques parce qu'on nous demande de résoudre des défis sociaux. On a un gros carnet de commandes. Fait qu'évidemment qu'il faut s'ajuster. Ouais, beaucoup de commentaires. J'aimerais laisser une place à tout le monde parce que plusieurs personnes de la construction nous écrivent. Mais je commence avec quelque chose qui est resté de manière récurrente dans les commentaires qu'on reçoit. La personne nous dit... Étant dans le milieu de la construction, le gros problème, c'est que les métiers sont compartimentés. Il faut donc plusieurs corps de métier pour un chantier, alors qu'on pourrait avoir des équipes multidisciplinaires dans la rénovation. Même chose pour quelqu'un d'autre qui nous dit, c'est sûr que si on sait qu'on va toujours faire exactement la même chose, ça peut être moins motivant, alors que si on peut... Est-ce qu'il y aurait de l'espoir que ça puisse changer pour avoir plus de multidisciplinaires sur les chantiers?
Oui, ça, c'est un sujet d'actualité en ce moment, pas au sein de la CCQ. Le gouvernement est dans une conversation avec les parties prenantes. Et il faut dire que pour le secteur de la rénovation résidentielle, les règles de la CCQ ne s'appliquent pas. Hein. Donc, nous, on intervient uniquement là, dans ce qu'on appelle le neuf ou les grandes modifications. Donc, cette flexibilité-là, elle existe dans le secteur de la rénovation. Maintenant, je pense que c'est très d'actualité. C'est quelque chose qui doit être regardé. Puis c'est intéressant de l'amener sous l'angle du parcours mobilisant pour nos jeunes. Ils veulent peut-être plus que les anciennes générations avoir de la mobilité sur le plan de leur parcours professionnel, être capable de toucher à beaucoup de choses, avoir une perspective aussi que ce sera possible de pas seulement être dans des tâches de peintre puis pouvoir être plâtrier. Je vous parlais des syndicats. Les syndicats sont pas trop pour ça, la mobilité. En général, tu dis flexibilité, mobilité, c'est comme un instant. Là. On bougera pas notre monde. En général, c'est ça. Je pense qu'ils entendent bien là, les attentes quand même qui sont formulées par rapport à ça. Puis dans le défi de main-d'œuvre qu'on a tantôt, là, j'en parlais, là, tu sais, le nombre de personnes qu'on a besoin, la compétence. Moi, je pense qu'il y a de l'ouverture pour avoir ces conversations-là. Écoutez, ils sont pas à l'extérieur du monde, là, ils l'entendent, là, la demande. Là. Ouais. Il y a aussi des gens qui parlent du paiement CCQ. Oui, ben bon, des gens qui disent, là, c'est sûr que, opérateur de paie Région de Montréal, si on enlevait l'impôt sur l'overtime, on pourrait avoir plus de gens qui travaillent. Je cite la personne qui nous écrit, c'est Anthony, qui dit se faire manger de la paie à 50% et plus par la province du Québec et la CCQ, ça donne plus le goût de travailler davantage. Parce qu'il y a les cotisations syndicales, puis il y a un paiement CCQ, Audrey, c'est ça? C'est ça. En fait... Expliquez un peu comment ça marche. Oui, c'est ça. Donc, il y a des prélèvements. Puis ça, je suis allée en tournée régionale, puis on m'a beaucoup parlé de ça. Puis mon constat, parce que je veux pas, on peut, ne pas vouloir payer ça, mais il faut au moins comprendre ce qu'on paye. Là, le point de départ, c'est ça. Puis ça représente combien du salaire, mettons? Ben, tu sais, là, au total, je pense quand on additionne avec Québec, là, avec les impôts, les cotisations, régime de retraite, tout ça. Mais juste là, la partie CCQ. Mais le volet CCQ, c'est peut-être... Là-dedans, il y a les assurances. Oui. Il y a la retraite. Il y a les congés payés. Donc, il y a beaucoup de cotisations. Puis mon constat, c'est que les travailleurs-travailleuses, c'est pas nécessairement bien expliqué pour qu'ils comprennent. Dans leur paiement CCQ. Dans leur paiement CCQ, il y a des choses qui leur reviennent. Donc, c'est pas de l'argent qu'on leur prend pour la garder. Là. Il y a une bonne partie de l'argent. Parce puis que dans Dubaï les faits... avec, mettons. Non, on fait pas ça. Faites pas ça. Donc, payer la CCQ pour les services qu'on offre, ça coûte 0,75 cents de l'heure partagé travailleur-employeur. Donc, tu sais, j'ai essayé d'évaluer avant de m'en venir, là, c'est peut-être 15 $ par 2 semaines là, qui est payé pour avoir les services. Puis il faut comprendre, je disais tantôt, on est une compagnie d'assurance. On assure la retraite. On s'assure du parcours de formation, d'offrir des cours en perfection. Fait que c'est sûr qu'on est payé pour les services. C'est important de l'expliquer. Complètement. Complètement. Tu payes, mais tu sais pas pourquoi tu payes. À un moment donné, il faut poser des questions. Il y a Yannick aussi, là, c'est un gros message, mais c'est quand même assez pertinent. Il dit « Je suis entrepreneur en maçonnerie dans le milieu de la construction. Évidemment, votre sujet me touche profondément. J'aimerais savoir si, outre le programme d'insertion du nouveau travailleur dont on vient de parler, est-ce qu'un jour, nous aurions un partenariat, le gouvernement et les employeurs de la construction, peut-être pour partager les salaires de la durée, justement, du stage. Trop souvent, les employeurs financent et mettent énormément de temps dans la formation d'un nouveau travailleur et on le perd après quelques temps. Ben en fait, j'ai un chiffre là-dessus, parce qu'il y a vraiment raison, notre auditeur. C'est plus de 35% des travailleurs qui quittent le métier après seulement 5 ans. Là. Donc, lui dit, c'est toujours à recommencer. Donc, ayant peut-être une partie qui serait payable par justement la CCQ ou le gouvernement du Québec, ça ferait en sorte que les employeurs seraient beaucoup plus enclins à engager des nouveaux qui n'ont aucune expérience souvent et qui savent pratiquement rien au départ. Donc, il y a un investissement des employeurs, dans le fond, qui est nécessaire. Mais trois affaires là-dessus. Là. C'est sûr, on veut des diplômés. Puis quand c'est des diplômés, évidemment, ils passent par l'école puis ils arrivent plus compétents. C'est ce qu'on souhaite pour éviter cette gestion de risque-là de devoir former tout le monde. On rentre beaucoup de non-diplômés et on a un levier qui s'appelle le fonds de formation dans lequel on oblige ces non-diplômés-là à venir faire un minimum de formation à chaque année pour renouveler leur certificat. Maintenant, ça, on est en train de regarder, puis on va travailler avec nos employeurs, on va les solliciter par sondage, comment on peut maximiser ce levier-là pour justement, c'est un levier qui mutualise les coûts de formation pour les 30 000 entreprises. Ça veut dire comment on l'utilise mieux pour pallier au fait qu'on accueille autant de gens non diplômés depuis quelques années, puis ça va possiblement se poursuivre, puis enlever de la pression qu'ils ont individuellement par entreprise, sachant qu'ils vont peut-être pas les garder, pour prendre la charge avec le fonds de formation. Après, sur le taux de départ, là, ça, c'est important de le dire, nos diplômés, ils nous quittent à 20 % après 5 ans.
Et non pas 35. Nos non-diplômés nous quittent à 40 après 5 ans. Donc, c'est clair que l'élément compétence, c'est quand tu arrives sur un chantier puis que tu te sens pas outillé, que tu as de la misère à t'insérer dans l'équipe, que l'employeur, il a peu de temps pour te coacher, ton compagnon t'accompagne, c'est sûr qu'ils sont moins valorisés et ils sont plus à risque, alors ils nous quittent davantage. Puis il y a tous les enjeux de CNESST. En fait, les accidents de travail, puis tu sais, quand tu n'es pas formé, ce que je veux dire, Audrey, c'est qu'il y a plus de risques de blessures au travail. Oui. On sait que c'est un grand enjeu. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec le ministre du Travail, Jean Boulet, pour qui c'est un enjeu vraiment important. Il y a des travailleurs de la construction qui meurent. Oui, c'est un secteur qui n'a pas une belle carte de visite en santé-sécurité. Maintenant, je veux juste dire que les non-diplômés, ils doivent avoir fait quand même un cours avant d'obtenir un certificat de compétence là, quand ils sont non-diplômés. Quand ils se diplôment, ils sont quand même formés sur des aspects de santé-sécurité. Mais vous avez raison, c'est un défi dans notre secteur. Sur l'école, justement, quelqu'un nous dit « Je suis électricien, mon garçon s'est inscrit pour le DEP en électricité. 400 inscriptions et ils en prennent 39. » Oui, il y a de la relève, mais pas assez de place dans les écoles. Autre option, le privé à 25 000 mais ça, c'est très bon comme point. Comment ça fait qu'on est contingenté comme ça? Bien, en fait, nos centres de formation, certains en ce moment là, rencontrent des difficultés de pieds carrés. Puis de disponibilité. Donc, ils n'ont pas assez d'espace pour accueillir le nombre de personnes intéressées. Puis électricien, c'est comme notre métier chouchou. C'est un métier où on attire quand même pas mal de gens. Mais on en a besoin, non? Mais on en a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alternance travail-études, j'en parlais tout à l'heure. Quand les centres de formation adhèrent, le fait d'être en alternance dans les cohortes, ça leur permet de doubler le nombre de personnes qu'ils peuvent accueillir en formation. Fait que ça, je disais, c'est gagnant-gagnant. C'est un élément important. Et sinon, on est en train de regarder, vous savez, Hydro-Québec a conclu une entente importante, 250 millions avec le ministère de l'Éducation pour ajouter 5 000 nouveaux travailleurs-travailleuses. Et on est en train de regarder comment on va gérer l'accès au pied carré. Puis je dirais, mon autre préoccupation, je vais dans le sens de votre auditeur, nos programmes de formation doivent être à jour pour qu'on forme les gens avec les compétences dont ils ont besoin maintenant. En électricité, c'est aussi quelque chose qui me préoccupe en ce moment. Notre programme date de 2006. On est en train de regarder. Il est à jour. On doit l'implanter dans nos centres de formation. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de commentaires. Entre autres, je voulais aborder la question de l'agisme et du sexisme dans l'industrie de la construction. Je sais que vous êtes très préoccupés par ça aussi. Il y a à peine 4 % de femmes dans l'industrie de la construction. Ça serait tellement fabuleux, puis ça serait normal qu'il y en ait quand même un peu plus. Oui. Il y a aussi tous ces... Puis il y a une femme qui nous écrit, justement, qui dit, moi, elle dit, j'ai arrêté, j'ai eu un bébé, 37 ans, je pense. Une femme de 39 ans, qui dit, j'ai arrêté de travailler il y a 3 ans pour devenir maman. J'aimerais bien retourner travailler dans mon métier, malgré le manque de soutien de mon entourage, qui pensent tous que je suis trop âgée pour être une femme dans cet emploi. Mais j'ai créé pour ma sécurité d'emploi et pour l'horaire, puisque les chantiers commencent à 6 heures et souvent en métropole dans ma branche. En plus du montant déboursé pour me racheter des bottes et des outils, plus le 100 $ à mon syndicat avant même ma première journée. Donc, il y a cet élément-là aussi, là, la balance travail-famille. Oui, complètement. Les 2 facteurs d'abandon principaux, climat de travail, conciliation travail-famille. Et ça, sur la question des horaires, c'est sûr que c'est un secteur qui est vraiment particulier. Et puis là, vous le voyez à ciel ouvert, là, tu sais, quand est-ce qu'on répare les routes, quand est-ce qu'on est capable de travailler dans les bureaux, quand les gens travaillent encore de jour. Donc, c'est un secteur, mais c'est un défi pour les associations patronales syndicales qui négocient les conventions. Ça, moi, je veux le dire, c'est pas la CCQ qui négocie les conventions. C'est les assos patronales syndicales. Et la question des horaires de travail, conciliation travail-famille, c'est un enjeu, à mon avis, qu'ils doivent considérer parce qu'on a des difficultés d'attrait. Audrey Murray, vous restez avec nous. On revient tout de suite après ceci. N'hésitez pas, appelez-nous. Ça serait le fun aussi de vous entendre travailler de la construction. Si vous avez quitté, dites-nous pourquoi. S'il y a des femmes qui voudraient travailler dans la construction, mais le plafond de gyps, c'est à veille leur tomber dessus. Pas facile. Et puis, il y a tous ces travailleurs qui disent, puis là, on parlait de la retraite, là, il n'y a pas longtemps, puis il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'aimerais ça donner quelques heures. J'ai déjà travaillé dans la construction, mais j'aimerais ça retourner, pas à temps plein. Je peux pas. On me regarde comme cette femme à 39 ans qu'on dit qu'elle est trop vieille. Écoute, ça n'a juste pas de bon sens. Alors, il y a cet aspect-là aussi. On veut vous entendre là-dessus. 1-877-827-2346.